Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui à Lille Grand Palais pour ce déjeuner exceptionnel. Avant les fêtes, avant d'accueillir Monsieur le Président, je voulais déjà remercier nos partenaires du jour. Saga Mercedes, c'est Guillaume Brochoir qui est ici, qui est directeur du financement, s'il peut se lever, Guillaume. Voilà, Guillaume Brochoir, directeur du financement et des ventes de la société Roland Chabot Management. Merci d'être partenaire du jour. On voit sur la carte plusieurs de vos marques, notamment Toyota, Porsche et évidemment Mercedes. Vous êtes implanté dans 6 pays et donc 5 marques différentes. Vous faites 1,6 milliard de chiffre d'affaires, 2500 collaborateurs. Et on a Roland Chabot qui a voulu nous laisser un message. Bonjour Olivier, bonjour à tous les amis du Business Club. Un petit mot de félicitations et d'encouragement pour ces dates anniversaires déjà des 10 ans, Olivier. Il y a 10 ans, nos petits Vendéens, nous montions dans le nord de la France avec Mercedes et Toyota et nous sommes retrouvés voisins à Valenciennes. 10 ans d'émotion, 10 ans de passion, 10 ans de magnifiques rencontres. Donc forcément, Olivier, je te souhaite tous mes voeux pour les 10 ans qui viennent et je souhaite à tous une excellente rencontre. À bientôt. Voilà, Roland Chabot, patron de chez RCM, qui nous a laissé ce message. On a aussi comme partenaire, je voulais Wilfried Van de Put, si tu peux te lever, Wilfried, du groupe Icardis, plusieurs marques dans le retail. On voit quelques marques présentes ici, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 collaborateurs. Voilà, bienvenue Wilfried et merci d'être partenaire aussi de ce moment exceptionnel. Je voulais aussi saluer la présence de managers, de membres d'autres clubs du réseau. On va voir s'ils sont chauds. On en a 38 du Grand Est. Ils sont où le Grand Est? C'est moyen à 38. À 38, c'est moyen. Hein. On en a quelques-uns de la Bretagne aussi. Ils sont où les Bretons? Bienvenue. On a également la Nouvelle-Aquitaine. Seb, Barrier, vous êtes où? C'est tout de suite plus chaud dans le sud-ouest. Hein. 3 en PACA, bon on va voir, ils sont où là les 3 là? Jessica, vous êtes où? Oui, je confirme, on ne les entend pas. On en a 4 en Occitanie, 22 Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, bienvenue également. Et puis l'Île-de-France, ils sont où nos franciliens? Ils sont là-bas, il y en a là, bienvenue également à vous. Et puis je vais citer Centre-Val de Loire, bien entendu, la Normandie. Ils sont 3 aussi, c'est normal. Et je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, bienvenue à nos membres managers. Ah oui, ils sont 22, ils font un peu de bruit. Pays de la Loire, ils sont là. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Voilà, je voulais aussi profiter de remercier les équipes techniques, Martin Prod, aux lumières, à l'audio. Merci beaucoup aux équipes, ça a été très chaud, très rythmé, mais merci à vous. L'imprimerie Wellflay qui est partenaire de l'ensemble de nos clubs, merci aussi à Pierre-Édouard. Vous allez être servis aujourd'hui par le traiteur Desjardins qui nous accompagne sur beaucoup d'événements, servir 1200 personnes, j'espère très chaud, je leur mets un peu la pression. Et puis on a 2 lycées hôteliers qui sont parmi nous et je vais vous demander de les accueillir et les applaudir bien fort. Ils sont 120 d'école hôtelière, il y a Valarep et Notre-Dame de la Providence, ils sont 120, ils vont être à votre service aujourd'hui. Remercier l'agence 360 également qui nous accompagne sur l'ensemble de nos outils de communication. Michel Ramos qui est présent, merci à toi. Et vous avez aussi une quarantaine d'étudiants qui ont eu la gentillesse de vous accueillir de Amos. Je vous demande aussi de les applaudir. Ils vous ont accueilli au vestiaire, à l'accueil. Voilà, ils nous donnent un sacré coup de main. On les remercie. Et puis je voulais aussi remercier Mathieu Duic, le patron de la brasserie Duic à Jeanlin. Vous avez devant vous des bouteilles de bière de Noël. Elles sont pour vous, gentiment offertes par Mathieu. Et on remercie Mathieu et ses équipes également pour ce cadeau. Et enfin, sur ces remerciements, je ne serais pas complet si je ne remerciais pas nos 3 photographes habituels qui nous accompagnent sur les clubs, nos clubs. Romuald Maginot, Christophe Hellec et Lionel Picard, c'est eux qui vont faire les belles photos du jour que vous pourrez retrouver ici à partir de demain ou après-demain sur vos boîtes mail, ou en tout cas vous pourrez les récupérer auprès des équipes Business Club.
Et enfin, un dernier merci, c'est à Julien Després de chez Business Driver. Je ne sais pas s'il est là, Julien. Il est peut-être de l'autre côté. Il nous a mis à disposition gracieusement des véhicules de luxe pour l'organisation du jour et l'accueil du président Sarkozy. On le remercie évidemment également, Julien, pour son aide précieuse. Voilà, pour celles et ceux qui sont rodés, on vous laisse 20 minutes d'organiser un tour de table, discuter entre vous, échanger vos cartes de visite, parler business, même si on est sur un moment exceptionnel. Et puis on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes en accueillant Monsieur le Président Nicolas Sarkozy. Bon appétit. Voilà, on va commencer les amis. Vous êtes impatients? Si tout le monde pouvait s'asseoir, ça serait sympa. Voilà, c'est parti. C'était quand la dernière fois que vous avez fait une vraie rencontre? Ce genre de rencontre qui donne envie de partager, collaborer. Cette proximité qui inspire, qui fait voir le monde autrement. Ce genre de rencontre qui attise votre curiosité. C'était où le dernier endroit où vous vous êtes dit « J'ai de la chance d'être là. Je vis quelque chose que nous sommes très peu à vivre. J'ai envie de le dire à tout le monde, mais j'ai surtout envie de le vivre pour moi. Je suis là où ça se passe, précisément, et j'ai un rôle à y jouer. » Nous vous proposons de vivre une rencontre unique, un moment rare dans un endroit inattendu, où l'enthousiasme a autant sa place que le business. Les gens pensent souvent que les plus belles rencontres sont le fruit du hasard. Vous savez qu'elles peuvent aussi être le fruit de votre engagement. Business Club, l'endroit parfait pour les belles rencontres. Voilà, on est ravis de vous avoir ce midi à déjeuner. Vous venez de toute la France. Franchement, Vincent l'a dit tout à l'heure, ça nous impressionne énormément, ce réseau qu'on a monté il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement d'avoir autant de monde et surtout de venir partager ce moment avec vous. Et voilà, merci à tous, merci les amis. Merci. Vous ne pouvez pas savoir la fierté que j'ai aujourd'hui. Et je voulais souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui, c'est son anniversaire, elle vient d'Angers, elle s'est levée tôt ce matin, c'est Delphine Jamais. Voilà Delphine, un petit cadeau, voilà, elle est avec nous aujourd'hui. Voilà, donc c'est son cadeau. Je voulais remercier toute mon équipe également qui a travaillé d'arrache-pied. Et sincèrement, je pense que Céleste, ses nuits sont plus belles que ses jours. Je voudrais qu'on fasse une ovation pour toute l'équipe de Business O2 qui a travaillé sur l'organisation. Tous les présidents également qui sont à la table d'honneur avec le président Nicolas Sarkozy, je voulais les remercier chaleureusement parce que depuis 10 ans, ils nous font confiance. Ils font confiance à tout le réseau et sans eux, bien évidemment, il n'y aurait pas de club. Merci, chers présidents, présidentes, présents pour l'événement. Et puis, grand merci également à tous les managers qui sont avec nous depuis le début de l'histoire et qui continuent à croître. Aujourd'hui, c'est 46 clubs en France, ça sera 82 clubs en 2028. J'espère qu'on aura l'occasion de le refêter à nouveau. Merci à tous les managers. Et puis, équipe exceptionnelle, membres exceptionnels, on aura un événement qui va avoir lieu bientôt. Je ne dis pas la date, mais ça sera cette année. Ça sera Roger Federer qui sera avec nous durant l'année 2024. Et on va vivre un grand moment pour pouvoir partager ce moment avec vous. Voilà, on est très content de ce moment. Et puis, tiens, Annick Berrier, viens avec moi. Annick, également, qui est notre présidente ici à Dunkerque, à Paris, qui aujourd'hui... Viens, passe par là. Ouais. Viens, Annick, dépêche-toi. Oh, je sais que putain, ça n'a jamais fait du sport, mais un jour ou l'autre, t'en feras, j'espère. Non, je plaisante. Annick, elle m'adore et je l'adore. Annick, en 2 mots... C'était le 6 août 2020, tu étais en vacances dans le sud, tu as osé aller voir le président Nicolas Sarkozy, tu as rencontré, tu as fait un courrier, des SMS, des dizaines de SMS. Véronique Ouachet, qui est dans la salle, que je remercie vivement, qu'on a harcelé, faut le dire, des relances, tu as donné envie, en fin de compte, il y a un résultat. Et aujourd'hui, c'est grâce à toi que Monsieur le Président est là aujourd'hui. Merci 1000 fois de la part du club. Merci. Merci. Vite. Tu peux motiver tout ça, il y a trop
Il est né le 28 janvier 1955 à Paris. Il est avocat de profession, il est engagé en politique très jeune. Il est devenu conseiller municipal à 22 ans à Neuilly-sur-Seine, une ville dont il sera le maire pendant 20 ans. Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, il est député, il a été secrétaire national du RPR, il a été ministre du budget, porte-parole du gouvernement, ministre de la communication, ministre de l'Intérieur, de l'économie et des finances et de l'industrie. Il fut le 23e président de la République française. Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur de recevoir aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président, vous savez, ça fait 3 ans que j'attends ce moment. Je suis très impressionné. Alors, on va échanger, bien évidemment, si vous avez un rappel qui est juste à votre droite. Moi, j'ai une première question, Monsieur le Président, si vous le permettez. Quand vous étiez jeune, on a tous été gamins, de quoi rêviez-vous? D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être à Lille. J'y retrouve des amis, des gens avec qui j'ai vécu des moments inoubliables. Je retrouve notamment Xavier Bertrand, pour qui j'ai beaucoup d'amitié depuis longtemps. Et je trouve une assemblée où je me sens à l'aise, parce que c'est une assemblée qui existe par son travail, par ses efforts, par son ambition. Et j'ai le sentiment que par les temps qui courent, on est comme un village gaulois d'irréductibles. Et je voudrais vous dire ma conviction, je ne suis ni pour les 35 heures, ni pour le télétravail, dont je pense que c'est de la télé et que ce n'est pas du travail. Alors, à quoi je pensais quand j'étais jeune? Ça remonte maintenant à quelques années. Je vivais avec ma mère et mes 2 frères. On n'était tellement pas connus que même dans l'immeuble où on vivait, personne ne nous connaissait. Et j'adorais ma mère, qui est partie. Mais je voyais que la vie qui m'était promise, c'était une petite vie. J'étais né au bord d'une petite rivière, avec une petite canne à pêche, et les poissons qui passaient, c'était des petits poissons. Et moi, je ne rêvais que d'une chose. Je voulais l'océan, je voulais l'aventure, je voulais les grands poissons. De ce côté-là, j'ai été servi. Et surtout, il y a une chose qui me faisait terriblement peur, c'est l'ennui. Et je me disais, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire? Comment on sort d'une vie qui n'avait rien de dramatique, mais qui était trop petite pour moi? Et parfois, quand je me promenais dans la rue, mes 12 ans, 13 ans, je m'imaginais faire des discours à des millions de gens. Et la première réunion politique
à laquelle j'ai voulu me rendre, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Il n'y avait plus de place. Et ce jour-là, ils m'ont rendu un grand service parce que je me suis juré à moi-même que jamais personne ne m'empêcherait plus de rentrer. Et que ce n'est pas que je serai au dernier rang, c'est que je monterai là-haut. Et je peux vous dire une chose, dans la vie, c'est soi-même qui sommes les vraies frontières à nos ambitions. Toute ma vie, j'ai vu des gens qui m'ont dit « T'es trop pressé, tu vas trop vite, ça veut aller trop haut, c'est trop tôt ». C'est les mêmes qui m'ont dit après « C'est trop tard ». Jamais permettre que qui que ce soit limite vos ambitions. Jamais. C'était mon rêve de jeune. Et moi, je suis devenu président de la République. Je n'ai pas fait l'ENA, je n'avais pas les réseaux, mais moi, j'y suis arrivé. Il n'y a pas un centimètre de ma peau sans une cicatrice. J'ai payé, mais je l'ai eu. Et je vais vous dire une chose, pour que vous le disiez à vos enfants ou à chacun d'entre vous. Dans la vie, il faut garder la tête haute. Et l'ambition, elle est légitime quand on est prêt à payer le prix. Et le problème de l'ambition, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition, mais il y en a peu qui sont prêts à payer le prix de cette ambition. Parce que moi, je n'aime pas le mot égalité. Vous m'entendez? Je ne l'aime pas. J'aime le mot différence. J'aime le mérite. Je pense qu'il n'y a pas de droit. Je pense qu'on va chercher les choses. Bon, ce n'était pas votre question, mais c'est ce que j'avais envie de répondre. Voilà. En tous les cas, je vois bien que la salle est chaude et le ton est donné. Alors, on va revenir juste au début de votre parcours politique. Une photo sur la droite. Vous vous souvenez de ce moment, là, en 1974, vous aviez 24 ans non, 21 ans. Vous vous souvenez de ce moment? Mais je m'en souviens très bien de ce moment. Je vais vous dire une chose, j'espère ne choquer personne ici. Moi, j'ai jamais été de gauche. Même jeune. Même à cet âge-là. Et ça m'a jamais quitté. J'ai vu une photo tout à l'heure de un de vos invités, là. Même à cette époque-là, c'était en 1976, il y avait des prétentieux qui nous empêchaient de rentrer à la faculté, j'étais à Nanterre, et qui nous prétendaient dire ce qui était bien. J'ai jamais aimé les snobs. J'ai jamais aimé la pagaille. Je ne sais pas si je suis de droite parce que je ne suis pas un conservateur, mais je sais que je ne suis pas de gauche. Et franchement, tout ce que j'ai vu depuis, ça ne m'a pas fait changer d'avis d'un iota. À ce moment-là, j'étais jeune adhérent au mouvement gaulliste. Je n'ai connu qu'une seule famille politique. Il m'est arrivé d'être sifflé dans cette famille politique. Il m'est arrivé d'être ultra minoritaire dans cette famille politique. Mais même quand ça allait pas bien, je pense à Bagatelle en 1995, j'ai serré les poings et je dis un jour je vous dirigerai. Parce que ce moment-là, à part la coiffure, rien n'a changé. Alors justement, quand on voit votre évolution, Monsieur le Président, vous étiez maire de Neuilly, mais j'ai un petit clin d'œil sur le maire de Neuilly. Vous avez fait preuve de courage. On a un petit témoignage. Si tu peux allumer, s'il te plaît, Vic. Merci. Plusieurs enfants de manière très courageuse et à plusieurs reprises. À cette époque-là, vous avez été brocardé par le monde politique, par une partie du monde politique, par
certains journalistes. Et je sais, pour les avoir fréquentés, pour avoir été député pendant 5 ans, qu'il y a peu d'hommes et de femmes politiques qui auraient eu le courage de faire ce que vous avez fait. Alors, moi, avec les gens du RAID, avec mes hommes et mes femmes du RAID, j'étais confronté à ces situations-là et nous sommes opposés aux terroristes et nous sommes rentrés dans un endroit, effectivement, où il y avait aussi des explosifs prêts à exploser. Je sais ce qui nous animait à cette époque-là, les valeurs qui nous animaient. Mais en réalité, en fait, c'était aussi notre job et notre travail de faire ça. Et donc je me pose la question, et je me la pose depuis très longtemps, de savoir qu'est-ce qui vous a mu ce jour-là, à vous, hommes politiques de renommée, de rentrer dans cette salle-là, pourquoi vous l'avez fait. Et cette réponse-là, je l'attends depuis longtemps parce que je veux la confronter à ce que j'ai dans ma tête, à ce que j'ai vécu, et ça me sera d'une grande aide. Le courage. Allez-y. Non, la question est terminée, on parlait sur un film. La question est terminée de la part du patron du RAID. Je voyais la dame ensuite, qui est une journaliste, qui donnait son opinion sur moi. Mais quand je suis rentré dans la classe, elle n'était pas là. D'abord, je suis rentré parce que on me l'a demandé. C'est le patron du RAID, Louis Bayon, qui me l'a demandé. Et c'était impossible de refuser. Et puis, la première fois où je suis rentré, j'ai pu sortir un enfant. Et donc après, c'était un engrenage. Il fallait continuer. Mais vous savez, pour être courageux, il faut avoir peur. Parce que si vous n'avez pas peur, vous êtes inconscient. Donc, j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur que j'ai détruit mon costume, tellement j'ai transpiré qu'il était tout brûlé. Et deuxièmement, vous pouvez être courageux et dans la seconde suivante être lâche. C'est vraiment une question de circonstance. Je suis rentré 9 fois et les 9 fois, je me suis demandé si mes jambes allaient me porter. Parce qu'il y avait... HB avait mis 21 bâtons de dynamite et quand je rentrais, il m'asseyait sur une partie de la dynamite et si il s'énervait, enfin, il ne restait plus grand-chose de l'école. Mais chaque fois, je me suis demandé, est-ce que mes jambes vont m'obéir? C'est vous dire que l'explication rationnelle n'existe pas. Dans la vie, il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on ne fait pas. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le referait? Est-ce que dans les circonstances différentes, on l'aurait fait? J'en sais rien. Ça s'est passé comme ça, je l'ai fait. Et quand on a choisi les policiers qui allaient rentrer pour finir l'opération, parce qu'il restait 5 enfants, ça faisait 49 heures, j'avais proposé à HB de me mettre à la place des enfants, mais je voulais qu'il libère les 5 enfants en échange. Heureusement, il m'a dit non, 4. Heureusement, parce que je l'ai proposé, mais je n'étais pas fâché qu'il le refuse. Et j'ai dit 4, c'est pas possible parce que je ne choisirai pas celui qui restera. Donc je suis sorti, j'ai appelé le Premier ministre, Édouard Balladur, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, et j'ai dit maintenant, il faut vraiment qu'on prenne les risques parce que ça va mal se terminer. J'étais persuadé d'ailleurs qu'on aurait des enfants qui ne s'en sortiraient pas vivants. Au début, il y en avait 22, mais il en restait 5. Et j'ai vu
les 5 policiers qu'on a fait rentrer pour neutraliser le preneur d'otages, je n'ai pas vu les 5 qu'on a fait rentrer pour les faire sortir. Mais peu importe, il y avait 2 équipes, puis je ne peux pas tout dire. Et surtout, j'ai parlé avec le premier, parce que dans l'équipe qui rentrait, il y a l'océan Atlantique de différence entre le premier et le second. Vous comprenez? Ils sont à 2 cm. Les deux, on allait tous mourir si ça sautait, mais c'est pas pareil. Il s'appelait Daniel, je ne dirais pas son nom. Et Daniel, il était effrayant physiquement. J'ai dit, Daniel, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous ferez, je le couvre. Je veux les enfants vivants. La mission est simple. Les enfants vivants. Tout ce que vous penserez faire, devoir faire, je couvre. Parce que j'ai été 10 mètres derrière. Mais 10 mètres, c'est l'océan Atlantique plus l'océan Pacifique. Et Daniel, la première fois que je le voyais, me dit, « Monsieur le ministre, j'ai bien compris. Tout. » Je dis tout, Daniel. Je n'ai pas dit à ce fonctionnaire du RAID, éliminer le preneur d'otages. J'ai dit, tout ce que vous déciderez de faire, je le couvre. Le preneur d'otages est décédé, il a pris 3 balles dans la tête, et les enfants sont sortis vivants. Il y a une grande polémique ensuite, et j'ai inauguré la longue série de mes rendez-vous, puisque j'ai été convoqué. Évidemment, on m'a demandé si c'était normal que le monsieur termine comme ça. S'il n'avait pas voulu d'ennui, il n'avait qu'à pas prendre 22 enfants en otage. Et surtout, il n'avait qu'à m'écouter et sortir. Il y a une grande polémique parce que le procureur de la République, à l'époque, était parti se coucher pour dormir. J'étais sur place depuis 48 heures. Et j'ai donc été accusé d'avoir profité de son absence. C'est absurde. Je n'avais qu'une seule idée, les enfants. Et vous savez ce qu'a fait Daniel quand ça a terminé? Daniel m'a donné son arme, que j'ai toujours. Et le patron du RAID, qui est aujourd'hui mort, Louis Bayon, a enlevé l'écusson du RAID qu'il avait sur sa manche gauche et me l'a donné. Et Xavier peut témoigner, tu l'as vu cette écusson sur mon bureau. Il ne m'a jamais quitté. Et moi j'étais fier d'être avec ces hommes-là. C'est eux qui se sont comportés comme des héros. Et je voudrais quand même vous faire réfléchir à une chose pour terminer. Jamais plus, en France, un individu n'a pris en otage des enfants dans une classe. Jamais plus. Peut-être qu'il y a un lien entre ce qu'on a fait ce jour-là et le fait que ça n'a pas recommencé. Si vous le permettez, Monsieur le Président, on va parler de justement ce mandat de 5 ans. Vous avez pris la présidence de la République ce 16 mai 2007. Une petite question, justement. Cette photo près d'une bibliothèque, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi, le lieu de la photo, ou est-ce que ça vous a été conseillé? Bon, d'abord, j'aurais bien continué 5 ans de plus. Et franchement, ça ne s'est pas passé loin, hein. Mais quand même, il faut se souvenir, on avait tout le monde contre nous. Mais on avait les gens avec nous. On fait plus de 28 au premier tour, 48,5 au second. Quand je félicite celui qui m'a succédé, j'arrive jamais à me souvenir son nom. Il a une voix blanche. Il ne s'attendait pas.
Mais bon, c'est comme ça. Bien sûr que c'est moi qui ai choisi la photo. J'ai choisi cette photo parce que j'ai voulu mettre ce quinquennat sous l'autorité ou sous l'inspiration de l'identité de la culture française. Pour moi, c'était très important. Vous savez, quand j'ai été élu, j'ai descendu les Champs-Élysées dans la voiture. J'avais le chef d'état-major des armées à côté de moi. Il y avait des centaines de milliers de personnes. Il faisait beau, parce qu'à mon époque, vous êtes toujours beau. Peut-être que c'est de la chance, mais avec l'autre, il pleuvait toujours. Peut-être que c'est de la malchance, mais moi, il faisait beau. Bon. Le ciel rayonnait, je venais d'être élu. Je crois que c'était le 12 ou le 13 du mois de mai. Et le chef d'état-major qui était à côté de moi, je ne l'aimais pas tellement d'ailleurs, me dit quelque chose. J'entends rien. Donc je me penche et je lui dis, mais qu'est-ce que vous me dites? Il me dit, vous êtes heureux? Il croit que j'avais la médaille à l'école, lui. Vous n'êtes pas heureux quand vous êtes élu président de la République. Tout d'un coup, vous avez un poids immense. Et je voyais tous les gens qui m'applaudissaient, mais moi, je les voyais non pas avec le pouce levé, je les voyais comme ça, parce que je sais que c'est la règle. Et c'est grave. Et c'est dur. Et c'est passionnant. Et en même temps que j'avais ce poids sur les épaules, j'avais comme une enclume qui était sortie de moi. Cette enclume, c'était cette idée que je m'étais mise dans la tête. Première question, de devenir président. C'était fait. J'étais débarrassé de cette ambition-là. Et ça a commencé comme une folie. Et ça s'est terminé 5 ans après. Bon, l'année 2007, c'est une année importante pour moi. En mai, je suis élu président. En octobre, je divorce. J'étais pas d'accord. Oh, j'ai pas eu le choix. Le 13 novembre, je rencontre Carla. Là, j'étais d'accord. Et le 2 février, j'étais marié. Je suis un homme qui prend les décisions, mesdames. Si vous me permettez, je reviens sur ce 12 mai où vous êtes élu le dimanche. À quelle heure, à quel moment vous avez su que vous étiez président Tout de suite, enfin tout de suite. On sentait que ça montait très fort. J'avais eu le débat avec Madame Royal. Une personne sympathique. J'arrive sur le plateau pour le débat. 23 millions de téléspectateurs. Elle était avec quelqu'un que j'aime bien, qui est Julien Drey, qui est au petit soin pour elle. Elle a du mal à me serrer la main. C'est la différence entre la gauche et la droite, le sectarisme. Et j'avais dit, je ne veux pas de plan de coupe. C'est la seule chose que j'ai demandé. Les plans de coupe, c'est que je ne voulais pas qu'on me filme pendant qu'elle parle. Parce que moi, je suis en vie. Bref, je suis mieux quand je parle que quand je ne parle pas. Et j'avais dans la tête que quand elle me parlait, je savais que je n'étais pas à l'écran, moi je regardais de l'autre côté. Ça l'énervait à mort. Et je sentais que la pression montait. Bon. Tous les journalistes après le débat ont dit « Sarko a perdu ». Une habitude chez eux. Et le lendemain, les sondages sont sortis, j'avais gagné. Donc ça n'a cessé de monter. Et le premier téléphone que j'ai reçu à 8h02, c'est le téléphone du président des États-Unis, qui m'a félicité. Et mon fils Pierre, qui était avec moi, me dit « Dis-moi,
T'as vu maintenant, ça a changé, hein? Ah oui? Je lui ai dit, c'est vrai, jusqu'à présent, le président des États-Unis ne me téléphonait pas. Vous l'avez su à quoi, 16, 17 heures? À quelle heure vous le saviez le dimanche? Il y avait les sorties des urnes vers 19 heures. Mais en vérité, quand vous voyez votre tête, Nicolas Sarkozy élu, ça fait du bien. Alors, c'est vrai que on est entre nous, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. C'est vrai qu'auparavant, je suppose que les gens de votre gouvernement vous appelaient Nicolas. Enfin, vos députés, je pense que Xavier vous appelait Nicolas. J'ai vu tout à l'heure, il vous appelait Monsieur le Président. Ça change tout, le fait que tout le monde vous appelle Monsieur le Président. Comment votre vie a changé à ce moment-là? Vous rentrez dans l'histoire? Non. Moi, je n'ai... Vous savez, et Xavier pourrait en porter témoignage, d'autres aussi. Moi, je n'aime pas tout le monde. J'aime ou j'aime pas. Je partage ou je partage pas. Je suis content, je suis pas content, mais je le dis. Je peux pas jouer la comédie. Carla a l'habitude de dire « je sors mon fauve ». Mais je déteste les gens qui aiment tout le monde. Parce que si vous aimez tout le monde, vous n'aimez personne. Si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous n'avez pas d'amis. Si vous aimez tout, c'est que vous n'aimez rien. Non, ça n'a pas changé. Ça change le regard des autres sur vous. Mais soi-même, non. Franchement, non. J'étais préparé, j'avais beaucoup réfléchi, j'aimais l'équipe qui m'entourait, c'était ma vie, j'avais consacré ma vie à cet objectif, je n'allais pas changer parce que je l'avais atteint. Et vous savez, en plus, j'ai adoré être ministre de l'Intérieur. À la minute où j'ai quitté Beauvau, j'ai pu penser. J'ai raconté une anecdote. En juillet 1997, le président Macron, qui vient d'être élu, m'appelle. Et me dit, je voudrais vraiment qu'on dîne ensemble. Est-ce que ça vous embête de venir à l'Élysée? Et pourquoi ça m'embêterait? C'est pas à moi. Je suis pas Giscard. Je suis calme. Je viens avec plaisir. Donc, moi, je regarde toujours vers l'avenir. Quand j'ai été battu, le lendemain, Carla était très inquiète. Comment ça va? Super. J'étais heureux avant d'être président, je serai heureux après d'être président. Je ne suis pas quelqu'un qui voit derrière. J'ai été très honoré d'être le président des Français. Mais je savais que ça s'arrêterait. J'aime la vie. J'aime chaque seconde de ma vie. Mais je sais que ça s'arrêtera. Je sais qu'on n'est que de passage. Et pour moi, la seule philosophie de vie, c'est de vivre chaque seconde comme si j'avais l'éternité ou que c'était la dernière. Je ne comprends pas cette forme de nostalgie. Pour moi, j'ai 18 ans dans ma tête. La vie ne s'est pas arrêtée. Et le président dont je me sens le plus proche de tous, c'est Georges Pompidou. Parce que j'ai voulu être un président vivant. Incarné, mais vivant. J'ai été ministre de Mitterrand pendant la cohabitation. Un grand monsieur. Mais alors, de temps en temps, on avait envie de toucher pour voir si c'était vivant. J'ai été le ministre de Chirac, un acteur de cinéma. Mais de temps en temps, j'avais envie de savoir, est-ce qu'il pensait vraiment ce qu'il disait? J'ai voulu être un être humain. Pompidou, quand sa femme a été accusée dans l'affaire Markovic, il a pleuré. J'aime les gens humains. J'aime les gens dont on voit quand ils sont heureux ou quand ils sont malheureux. J'aime les gens qui sont capables de mettre un genou à terre et de se relever. J'aime l'idée de, pas une photo, moi qui ne fume pas, de Pompidou sans la clope au bec.
J'aime qu'il arrivait à Matignon avec sa Porsche. Fantastique. J'aime qu'il aimait sa femme et qu'il l'emmenait à Saint-Tropez. J'aime tout ce qui n'est pas faux semblant. Et donc je me sens proche de lui. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai voulu être un être humain. Vous comprenez ça? Alors je n'ai pas été ménagé. Je me souviens très bien des années, notamment 2005, où les attaques sur ma vie privée. Je me souviens notamment du Conseil des ministres, où Paris Match avait fait la une avec Cécilia et celui qui allait devenir son mari. Là, j'ai connu la solitude de 150 photographes qui voyaient si j'étais vivant ou si j'étais mort. Mais pour moi, c'est des bons souvenirs. Parce que j'ai voulu montrer aux Français qu'on pouvait monter à l'arbre le plus haut de la forêt et avoir des défaites, des souffrances, des problèmes et pas baisser la tête. Et ça, pour moi, c'est très important. Rester vivant tout en assumant ses responsabilités. Et donner de la force à celui qui est employé dans sa boîte, qui prend le métro, qui a des problèmes, et qui se disait, lui aussi, il a des problèmes. Et il y fait face. Et c'est de ça que doit être la politique. Une affaire d'être vivant. Pas de momie, pas de robot, pas d'acteur. Et le lien avec les Français, après toutes ces années, c'est peut-être ça. Donc je ne me souviens plus du tout de votre question. Non, mais j'en ai une suivante, si vous inquiétez pas, j'en ai une autre qui arrive. Justement, c'était l'histoire. Au fond, c'est comme j'étais aux 20h avec Claire Chazal. Carla me disait toujours, sois aimable. Ben, je lui dis, je le serai, je répondrai à aucune de ces questions. Donc je faisais les questions, les réponses. Parce que mes questions, elles étaient meilleures que les siennes. Bon. C'est un message ou... Non, c'est un petit message, d'accord, faut que je fasse attention. Non, physiquement, vous ne faites pas l'affaire quand même. On voit sur cette photo, en effet, les présidents de la République, il y a ceux qui ont été élus, et puis 2 fois, Alain Poher a été nommé président pour succéder au Charles de Gaulle. Et il n'y a pas longtemps, on a reçu Gérard Larcher, et qui nous fait une petite confidence, et écoutez. C'est ma première présidence du Sénat. Je suis dans mon île préférée au large de Roscoff, l'île de Bas. Et je suis parti à la pêche. Et je suis avec un ami, coup de téléphone, pas d'officier de sécurité, rien du tout. Et je suis au large, c'est le jour où Nicolas Sarkozy fait un malaise dans son jogging. Le système fonctionne bien, on m'appelle. On dit, on vient de transporter le président de la République, tenez-vous prêts. Vous voyez que le système fonctionne. Je suis à la pêche, je viens de prendre un très gros lieu au large. Mais je vous jure, tout est vrai. Je dis à celui qui m'appelle, écoutez, rappelez-moi, ça doit être un accident. Et j'ai dit, de toute façon, je ne peux pas rentrer. Parce que la marée est basse et que pour rentrer à l'île de Bas, il me faut encore 4 heures. Voilà. Vous auriez dû lui dire Gérard. Non, mais physiquement. Faut être inquiet pour moi ou pour lui? Moi, je l'aime beaucoup. Mais je vais vous raconter. Ce jour-là, il se trouve que depuis 34 ou 35 ans, je cours tous les jours 1 heure. Et vraiment, où que je sois dans le monde, je cours 1 heure. Pas 59 minutes, pas 1 heure 1 heure. Parce que je ne veux pas grossir. Non, excusez-moi, non, je reviens en arrière, excusez-moi. Et je cours 1 heure. Et ce jour-là,
j'ai été très imprudent, il faisait très chaud, on était à la lanterne, et j'avais pas bu, et j'ai été déshydraté. Et comme on le sait, on se déshydrate par la tête, et donc je suis tombé dans les pommes. Un hélicoptère est venu me prendre, et je me suis réveillé, j'étais au Val-de-Grâce. C'était vraiment pas intelligent de ma part. Bon. Et une fois que je me réveille, je dis, mais qu'est-ce que vous faites avec moi là? Je me sens très bien, je veux repartir. Il m'avait mis dans l'IRM pendant 1h15. Et Carla était affolée, et elle dit au chef de service, mais comment vous l'avez fait tenir dans le tube 1h15? Ah non, madame, vous inquiétez pas, on a compris le personnage, on l'a sédaté à mort. Parce qu'1h15 dans l'IRM, c'est... Bon. Et je me réveille, j'étais en pleine forme, je voulais repartir. J'ai passé la nuit parce qu'ils m'ont fait tout un tas d'examens, parce que quand vous êtes président de la République, vous vous appartenez pas. Votre corps, vos fonctions. J'ai été lasérisé de tous les côtés. Donc je rentre le lendemain, et je m'en voulais beaucoup d'avoir inquiété ma femme, etc. Mais le plus drôle de tout ça, c'est les commentaires des journalistes. Il y en a un, c'est mon préféré, j'ai oublié son nom, mais il a toujours une écharpe rouge. Il a fait un édito extraordinaire. J'avais fait un grave accident cardiaque, j'avais menti aux Français, c'était beaucoup plus grave. Bon, 16 ans après, apparemment, l'affection cardiaque, si elle existait, a été résolue. Mais pour vous dire, la folie qui s'empare de tout cela, et la légèreté des commentateurs, uniquement pour faire le buzz. Si j'avais eu une affection quelconque, je l'aurais dit. D'ailleurs, comment on peut faire autrement? Mais c'est un souvenir, je m'en souviens très très bien de tout, des détails, du moment avant. Je ne me souviens pas de l'hélicoptère, mais je me souviens bien de l'infirmière, très sympathique, et que moi je voulais tout de suite repartir. Si vous permettez, on va passer à une autre question. J'espère qu'elles vont être intéressantes. Je vais en passer une. Cette phrase-là, tout à l'heure, vous avez évoqué un sujet sur le fait que vous, entre guillemets, vous preniez des coups. Est-ce que cette phrase est vraie? Vous l'avez ressentie quand vous étiez président de la République? L'Élysée est un décor menteur. On ne fait que recevoir des coups sans pouvoir les rendre. Non. Non. D'abord, je veux dire que la vie du président et vos vies, c'est la même chose. La vie de chaque être humain n'est qu'une longue succession de combats. Et le bonheur est dans l'épreuve surmontée, jamais dans l'épreuve évitée. Et il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'a pas connu l'épreuve plusieurs fois. Et c'est Dostoïevski qui a raison. Vous savez, dans Crimes et Châtiments, Raskolnikov, la dernière phrase. Ainsi commença la lente, mais certaine, renaissance de Raskolnikov. La vie n'est qu'une succession de renaissances. On renaît après un divorce, après un échec, après une défaite, après une maladie, après une déception. Et le bonheur vient de la capacité qu'on a trouvée en soi de surmonter ces épreuves. Et ne croyez pas que parce qu'on est président de la République, on a des épreuves plus difficiles que parce qu'on est un citoyen de base, qui aime sa femme, ou qui aime son mari, ou qui perd son job, ou qui a monté son entreprise et qui tombe en faillite, ou qui rentre chez le médecin et à qui on annonce qu'il a un cancer. On est tous traités de la même façon. On est tous à la même enseigne. Le décor, bien sûr que c'est beau le décor.
Mais ça ne change rien sur le fond de la souffrance. Et ce qui compte, c'est de comprendre que dans chaque épreuve, il y a une grâce. Et la grâce, c'est la force qu'on découvre en soi de faire face à la maladie, de faire face à l'échec, de faire face à la déception. Et donc, il n'y a pas plus d'épreuves là-bas qu'ailleurs. On ne peut pas rendre les coups? Si. Si. C'est une question de tempérament. Bon, j'ai pas fait que des choses bien, je le reconnais. Quand j'ai vu ce pauvre type là au salon de l'agriculture, vous savez, casse-toi. Voilà, on est connu, mon cher Xavier, pour ce qu'on peut. Moi, je suis connu notamment pour ça. J'aurais pas dû le dire. Mais je suis un être humain. Il vient me chercher. Il pense quoi? Que parce que je suis président de la République, j'accepte tout? Que parce que je suis président, on peut tout se permettre? Le président ne peut pas tout se permettre, mais on ne peut pas tout se permettre avec le président. En tout cas, moi déjà, dans la cour de l'école maternelle, j'aimais pas baisser la tête. Ça ne s'est pas amélioré. Je n'en suis pas fier. Mais je vous dis une chose. Si la politique est plus incarnée, si quand ils souffrent, ils souffrent, quand ils sont heureux, quand ils aiment, on se reconnaît mieux dans des gens comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de suffisance de ma part. Peut-être un tempérament trop explosif. Mais je suis né comme ça. Et vous croyez que je peux arriver à monter tout là-haut sans tempérament? Alors parfois on me dit, ah oui, mais il faut aider. Non. Un leader n'est pas aidé. Un leader se construit. S'il a besoin d'être aidé, c'est que ce n'est pas un leader. Vous pensez que Chirac m'a aidé? Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et je l'ai beaucoup combattu. Et je pense que lui aussi. Et s'il avait pu me tuer, il m'aurait fait. Il avait un préféré, Chirac. Ça n'a pas marché. Mitterrand avait un préféré. Ça n'a pas marché. Le leader, il se construit. Il se bat. Il entraîne les autres. Et il doit protéger son équipe. Ce n'est pas l'équipe qui le protège. Comme le chef d'entreprise, il emmène son équipe. Il paye plus fort quand il y a une erreur. Mais il emmène tout le monde dans le succès. Moi, je crois à la verticalité de la vie. Je ne crois pas à son horizontalité. Je crois que toute association, toute entreprise, tout pays, toute famille a besoin d'un leader ou d'une leader. Et c'est comme ça que ça marche. Et qu'on se trompe en pensant que tout se vaut. Alors, Gérard, je l'aime bien, l'Archer, mais quand il a dit « Aujourd'hui, c'est l'époque de l'horizontalité », ben ça se voit. Moi, je crois que non. Je crois que plus qu'à aucun autre moment de la vie, on a besoin de leadership, de force, de gens qui ont des convictions. Alors, ce n'est pas facile, parce qu'il faut avoir raison avant les autres sans devenir fou. Il faut avoir des convictions tout en écoutant, mais pas trop. Parce que si vous écoutez tout le monde, vous restez au point d'immobilité. Je me souviens très bien en 2005, tout mon entourage ne voulait pas que je revienne au gouvernement. Vous vous souvenez, Jacques Chirac m'avait dit « Si tu es président de l'UMP, je te mets dehors ». J'ai dit « Vous gênez pas ». Il l'a fait. 5 mois après, il m'a rappelé. Personne dans mon entourage ne voulait que je revienne. Je suis revenu parce que je pense que les Français voulaient que je sois à l'intérieur. Mais si j'avais écouté, je ne l'aurais pas fait. Donc, c'est très compliqué. Et je pense que le leadership, ça ne s'apprend pas. Vous l'avez en vous. Il n'y a pas d'école. C'est un destin. C'est une façon de vivre. Et
Et c'est ce qui manque un petit peu, je trouve. C'est ce qui manque un petit peu, je trouve. Tiens, ça tombe bien, c'est une bonne transition. Récemment, j'ai fait mes courses là, de Noël, comme beaucoup de Français. J'ai payé à la caisse et j'ai besoin d'une facture. Donc sur cette facture, j'ai demandé à la caissière, est-ce que vous pouvez me faire une facture? Et j'ai donné mon adresse professionnelle. Et on est au 9001 avenue Pompidou à Valenciennes. Et elle me dit, comment ça s'écrit Pompidou? J'ai dit, vous plaisantez? Et je lui ai dit, vous savez qui c'est? Et la jeune fille avait 30 ans. Et ne savait pas qui était président Pompidou. Et je lui glisse, rassurez-moi, le nom du Premier ministre français actuel, vous le connaissez? Elle me dit non. Donc moi, ma question, elle est simple. Il y a 10 ans, on avait sur ce gouvernement beaucoup de têtes connues, reconnues. Et aujourd'hui, quand je vous mets au défi dans la salle de citer au moins 6-7 ministres dans le gouvernement actuel, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Alors la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, cette notoriété, cette omniprésence de la politique il y a quelques années, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, transversalité, est-ce que ça reflète bien ce qui se passe aujourd'hui? Oui, vous savez, quitte à être le seul à penser ça, je le pense quand même, ça a été un drame, une grave erreur de supprimer le cumul des mandats. Vous avez maintenant des députés qui dépriment parce qu'ils sont du lundi matin au dimanche soir à l'Assemblée, coupés des réalités. Et vous avez des maires qui ne sont pas reçus par les ministres, parce que n'étant pas au Parlement, ils ne sont pas à la question d'actualité, et donc, on ne les calcule plus dans les ministères. J'ajoute, quand j'étais même ministre, Chirac voulait que je démissionne de mon poste de président de Conseil général des Hauts-de-Seine. Pas question. Et j'étais numéro 2 du gouvernement, donc j'étais assis à côté de lui au Conseil des ministres. Donc tous les mercredis, je te demande de démissionner. Non. Non. Il me disait, tu m'humilies. Ben, je dis, je ne vais pas prendre des leçons quand même de vous, qui avez été maire de Paris et député de la Corrèze. Je peux peut-être être président du Conseil général avec le bureau à la Défense et ministre de l'Intérieur. Alors il y avait un de ces jeunes secrétaires d'État, là, qui avait dit, pour être désagréable, on ne peut pas faire deux choses à la fois. J'avais répondu, c'est une question de taille de cerveau. Comment voulez-vous que ça marche? Un président de région, pardon Xavier, va gagner 5 000 €. Un junior dans un fonds d'investissement va faire 120 000 €. Est-ce que vous vous étonnez que les meilleurs n'aillent pas dans la politique? Qu'est-ce que c'est que ce misérabilisme? J'avais augmenté les ministres de 30%. Mais je les faisais travailler du matin au soir. Hollande a supprimé cela. À mon avis, il a coûté plus cher à la France que moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rapport avec l'argent? Qu'est-ce que c'est cette affaire de rapport avec le succès? L'autre jour, il y a une journaliste là qui m'a dit « Oh, vous n'êtes pas choqué, vous ?» Ah bon, de quoi? Monsieur Bernard Arnault est riche. Il ne manquerait plus qu'il soit pauvre. Le problème, en 2012, François Hollande voulait moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Moi j'aime le succès, j'aime la réussite, j'admire le travail. Et la récompense du travail, c'est de gagner plus. Où est le problème? Vous voulez que tous les talents s'en aillent? D'après vous, une toile de Picasso, une toile de Sarkozy, ça vaut le même prix? Non. Parce que c'est une affaire d'incarnation. C'est pas une affaire de toile, de pot de peinture ou de pinceau. C'est le peintre qui change. C'est le chef d'entreprise qui change. C'est le président de la République qui change. Et moi, je voulais les meilleurs.
Et Xavier peut en porter témoignage, je n'ai jamais eu de jalousie. Jamais. Jamais. J'aimais la confrontation. J'aimais la bagarre. Et quand il venait me dire, Raffarin, Juppé, Villepin, nous on veut parler, hein? On ne parlera pas le matin, on parlera juste avant toi. Oh! Mais bien sûr, mes amis. Et PAM! Parce qu'il faut aimer le combat. Ben j'étais fier que mes ministres soient connus. Et j'étais fier que tout s'est fait par eux-mêmes, après, ce qu'ils voulaient. C'est ça une équipe. Et le supporter du PSG vous le dira, il ne suffit pas d'avoir Mbappé pour gagner. Il faut un vrai team. Et aimer le succès, aimer la réussite, aimer votre travail, aimer votre famille, aimer votre pays. Soyez généreux. Et peut-être c'est ce qui manque le plus. Si on donne tout aux Français, ils vous rendent beaucoup. Si on ne donne rien, ils le sentent. Et je pense que ce qui vaut pour un président de la République vaut pour chacun d'entre nous. Que tout est un problème de générosité. Quand on donne tout, ça peut marcher. Quand on donne à moitié, ça ne marche jamais. Voilà ce que je pense dans l'entreprise comme dans la France. C'est passionnant. On a isolé avec Victoire, quand on a préparé cet entretien, 3 personnes qui, je pense, ont été des rencontres assez marquantes pour vous. Dites-moi si on s'est trompé. En quelques mots, vous pourrez nous dire pourquoi aujourd'hui... Le roi Mohamed VI, que je vois la semaine prochaine d'ailleurs, je l'admire. Vous savez, c'est une longue histoire. En 2002, je deviens ministre. Et c'est déjà compliqué entre Chirac et moi, et le roi Mohamed VI m'appelle. Et il me dit, je veux vous connaître, mais je veux que personne ne le sache. Et pendant 5 ans, j'ai été le voir 2 ou 3 fois par an, sans que personne ne le sache. C'est un homme que j'admire. J'aime le Maroc, et la façon dont il a géré les frères musulmans est exceptionnelle. Exceptionnelle. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de gaz. Et le Maroc, c'est près de 40 millions d'habitants. C'est un souverain qui compte, que j'admire. Vous savez, quand j'ai fait la visite d'État à Marrakech, c'est un souvenir très personnel. J'avais divorcé 1 semaine avant. Le souverain a appelé mes enfants et leur a dit « Venez avec votre père, je ne veux pas qu'il vienne seul ». Pour vous dire l'humanité de cet homme. Bon, Lula, il est d'extrême gauche, mais je l'aime. Vous savez, d'abord, quand vous lui serrez la main, il manque 2 doigts. Parce que Lula était un ouvrier, pas un ouvrier pour la photo. Il a perdu 2 doigts coupés par une machine dans l'usine où il travaillait. Il a été élevé par sa mère, 7 enfants, seul. Il s'est présenté 3 fois avant d'être élu. C'est pas rien d'être élu président du Brésil. Une fois qu'il a quitté, il a eu un cancer de la gorge épouvantable. Je l'ai vu à l'hôpital, je l'ai vu, il pouvait à peine parler. Il est en prison, dans un complot épouvantable. Je l'ai vu. Sa femme est morte, il s'est remarié, elle est réélue. Non. Il faut de la force. C'est pas rien, Lula. Et alors, on riait parce que il me disait, toi, t'es ami avec Bush. Moi, je suis ami avec Castro. À nous deux, on est amis avec le monde entier. Et donc, je voulais cette alliance entre le Brésil et la France. J'aime le Brésil beaucoup. Et David Cameron, c'est un homme extrêmement sympathique qui a fait une grave erreur avec le référendum, mais c'est un homme très sympathique. Et je me suis très bien entendu avec 3 premiers ministres britanniques. Tony Blair, Tony, c'est un génie. Enfin, il y a eu l'histoire de l'Irak, mais en qualité d'homme politique, en charme, en brio, c'est extraordinaire. Gordon Brown, alors j'avais un problème parce que Gordon était écossais. Alors pour comprendre, et parlait vite, pour comprendre Gordon,
c'était un cauchemar. Et David Cameron, qui était quelqu'un de bien, qui est revenu maintenant, et oui, c'est trois personnes que j'aime bien. Vous allez mettre les trois que j'aime pas? Non, mais j'ai une petite idée. Non, mais je sais pas, Barack Obama, on était surpris avec Victoire. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez une affinité particulière? Non. Barack Obama, d'abord, c'est une histoire fantastique. Je l'ai connu en 2005. Je vais aux États-Unis. Bush est président. Et Chirac n'est pas très content. Il me dit, qui tu rencontres là-bas? Bon. Je lui dis, je vois un jeune sénateur, Obama. Il me dit, qui? Bon, j'ai écouté un de ses discours. J'ai envie de le connaître. Et l'autre, c'était McCain. Bon, enfin, bref. C'était les deux candidats. Il faut savoir que dans les années 80 aux États-Unis, je ne parle pas des années 60, dans les années 80, il y avait dans le sud des États-Unis des restaurants où il était inscrit à l'entrée « Colored people, not welcome ». Et ce pays, élu 25 ans après, non seulement un président noir, mais une famille noire. C'est fantastique. Et Barack, il marchait sur l'eau. Il faut voir la presse française quand il arrivait. « Oh, Obama est là !» Alors là, c'était... Il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Et c'est un homme très brillant. Mais après, j'ai trouvé qu'il se préoccupait surtout de son image. Il ne prenait pas de risques. Et je me suis mieux entendu avec sa femme, plus forte, et après, d'ailleurs, mieux entendu avec Hillary Clinton. Je trouvais plus de tempérament qu'avec lui. Paradoxalement, il est plus froid que l'image qu'il donne. En résumé, Bush est beaucoup plus sympathique et intelligent que l'image qu'il donne, et Barack est beaucoup plus froid que l'image qu'il donne. Mais quand j'ai pris la parole devant le Congrès des États-Unis qui était plein, et en descendant dans les travées, j'ai vu toutes ces personnalités, là j'ai compris que c'était chaud. Là j'étais ému quand j'ai entendu « Et maintenant Nicolas Sarkozy ». Ah ben. Les voyages, on va parler des voyages durant votre mandat, les voyages officiels, vous en avez fait beaucoup. En moyenne, vous avez voyagé tous les 5 jours. Vous avez visité tous les départements français, excepté les Deux-Sèvres. Je ne sais pas, il n'y avait pas l'autoroute ou... non. D'accord. Le hasard. C'est le hasard. Qui fait bien les choses. Mais j'adore cette photo parce que Carla a triomphé. Il y avait la presse britannique qui avait fait un gros titre, France 1, England 0, et il y avait les jambes de Carla. Et il faut savoir que on était mariés depuis un peu plus d'un mois, et Carla a fait un voyage d'État où elle a représenté la France de manière extraordinaire. Extraordinaire. Et quand je l'ai vue, puisque quand on est arrivé à Windsor, il n'y a que les Anglais qui peuvent faire ça. Moi, je suis monté dans un carrosse blanc, tiré par 8 chevaux blancs, avec la reine. Alors, on m'avait dit ce qu'il fallait faire. Vous faites comme la reine. La reine faisait ça à droite, moi je faisais ça à gauche. Et Carla est montée avec le duc dans un carrosse noir, tiré par 8 chevaux. Donc notre carrosse est arrivé avant, et la reine et moi, on attendait Carla et le duc à la sortie. Et là, je l'aurais épousée une seconde fois parce que pour moi, c'était Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany. Voilà. Et quand même, j'étais fier. J'étais vraiment fier. Je vais aller assez vite, Monsieur le Président, parce que je vais arriver à la dernière question. Je sais que le timing est serré. Aujourd'hui, on voit que vous écrivez beaucoup. La preuve, c'est que tout le monde a eu son livre aujourd'hui dans la salle. Pourquoi vous écrivez, c'est ma dernière question, pourquoi vous écrivez aujourd'hui Parce que j'aime partager. J'aime partager. Et quand on écrit, j'écris tout, du premier mot jusqu'au dernier, moi-même, à la main. Et c'est parce que j'aime partager. Et je pense que ce qu'on a vécu ensemble, je voulais vous expliquer
comment ça se passait de l'intérieur. Je voulais vous mettre dans le bureau à côté de moi. Et j'écris pour des lecteurs. J'écris pas pour moi. J'écris parce que j'aime le partage. Et souvent on me dit, mais ça te manque la politique? Non, ce qui me manquerait, c'est de ne pas pouvoir partager, pas pouvoir échanger. Vous voyez, je suis avec vous depuis 1 heure. Moi, je donne tout, comme si j'étais à la tribune des Nations Unies. Je ne fais rien à l'économie. Je ne sais pas faire. Et donc, j'écris pour les lecteurs. Et quand je fais des signatures et que je vois des centaines de personnes, c'est vraiment un bonheur. Parce que j'ai l'impression qu'on fait une famille, que ces souvenirs ne m'appartiennent pas, qu'ils nous appartiennent. Et qu'ensemble, on a construit un moment de l'histoire de France. Vous et moi. Une chanson, c'est autant le public que le chanteur. Un livre, c'est autant le lecteur que l'auteur. Un tableau qu'on ne voit pas, ça n'a pas de sens. Et tant que des gens auront plaisir à lire, j'écrirai ou je parlerai. Parce qu'au fond, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est partager, entraîner, vivre des émotions collectives, sentir l'audience, sentir le public, aimer le public et être aimé du public. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui reste au fond, si ce n'est l'amour? L'amour pour une femme ou pour un homme, mais l'amour entre des citoyens et des femmes et des hommes qui ont choisi pour leur région, pour leur ville ou pour leur pays. C'est ça qui est le plus important. Tout le reste, c'est anecdotique. Et quand vous retournez chacun sur votre vie, vous verrez que les décisions les plus importantes que vous avez prises, c'est celles que vous avez réfléchi le moins. Parfois, l'autre jour, je voyais un jeune, il me dit « Ah, mais moi, je me suis installé avec ma copine. » Félicitations. Mais si vous êtes marié? Non. Il me dit « Vous savez, on va prendre 3-4 ans, puis si on est toujours bien ensemble, on continuera. » En quelque sorte, mon ami, tu réfléchis si tu l'aimes. Ben, réfléchis pas. Parce que si tu es obligé de réfléchir pour savoir si tu aimes quelqu'un, c'est que tu l'aimes pas. Le répète pas. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup en tous les cas.